Et Romy Verge-Boudreau. Vous les avez peut-être vus toutes les deux dans un documentaire percutant qui est présenté sur Tout TV. Ça s'appelle La plaque tournante. Le documentaire traite évidemment d'exploitation sexuelle. Je joins Mme Mensales et Mme Verge-Boudreau au téléphone. Bonjour, vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai au téléphone, là, je vous vois pas, je vais vous laisser vous chicaner pour savoir qui répond à quelle question. Peut-être d'abord un mot sur cette escouade à laquelle vous appartenez, l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme. C'est quoi exactement? Oui, cette escouade-là, en fait, c'est une escouade intégrée qui comprend 7 corps policiers qui ont joint leurs forces. Donc, ça comprend le service de police de la Ville de Montréal, Longueuil, Laval, Gatineau, Québec, la Sûreté du Québec et la GRC. Et ce sont près d'une centaine là, d'employés, autant policiers que civils, qui travaillent à la grandeur de la province contre l'exploitation sexuelle. Et à laquelle vous appartenez donc toutes les deux. Parlez-nous un peu de ce livre. Oui, parlez-nous un peu de ce livre-là, monnayé par mon marchand de rêve. Donc, je disais que c'était une recension de témoignages que vous avez recueillis, c'est ça, auprès de personnes qui ont été victimes d'exploitation sexuelle? Effectivement, c'est un outil pédagogique, en fait, qui se veut un outil pour éduquer un peu les gens de tous les milieux, des professionnels, des gens, des familles, des gens aussi qui pourraient être au centre d'une situation d'exploitation sexuelle. Donc, l'idée, c'est d'apporter une perspective plus humaine par rapport à tout ce phénomène-là, mais surtout de donner de l'espoir, puis de partager des ressources qui peuvent être pertinentes pour une personne qui pourrait se trouver dans une situation qui pourrait s'apparenter peut-être à l'une ou l'autre des histoires qui sont partagées. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voulait avoir cet outil qui est quand même périn dans le temps, puis qui permet des fois, à défaut d'avoir accès à des services dans un moment où on peut être à un moment ou un autre dans le cycle de l'exploitation sexuelle. Donc, ça permet de pouvoir aborder cette thématique-là, s'informer, puis surtout semer un peu d'espoir par rapport à sa possible sortie ou mettre fin peut-être à un cycle ou une relation malsaine qui pourrait représenter une situation d'exploitation sexuelle. Vous aviez déjà publié des livres similaires. Le précédent, notamment, s'appelait « Mon ami, mon agresseur », portait aussi sur l'exploitation sexuelle des Premières Nations, des Inuits. Mais là, dans ce livre-là, vous avez aussi rencontré des gens issus des Premières Nations, mais vous avez aussi élargi la palette beaucoup, hein? Oui, effectivement, on voulait vraiment amener une perspective qui est très peu parlée sur la prostitution masculine, trans. La réalité en région, on voulait un peu enlever cette idée-là que l'exploitation sexuelle arrive, c'est un phénomène qui se passe seulement dans les centres urbains. Donc, à travers justement le fait d'être sur l'escouade intégrée, ben, on a pu se déployer en région et on a vu que c'était effectivement un phénomène qui était très présent en région. Donc, on voulait amener cette perspective-là qui est différente et qu'on entend peu. On a aussi, comme vous le disiez, encore les Premières Nations et un volet inuit à cet outil-là. Et on a aussi un partage d'un papa. Donc, cette voix masculine, des fois, le rôle du père qu'on entend moins dans les situations d'exploitation sexuelle, mais pour nous, qui est important de mettre de l'avant. Je vais lire un court extrait du livre pour donner une idée aux gens du ton que vous avez pris. C'est le témoignage d'Annie. Évidemment, ce sont des noms, vous avez préservé l'anonymat donc des personnes qui ont témoigné. Là, j'imagine que ce sont des noms d'emprunt. Là. Et elle, c'est une femme trans, victime d'exploitation sexuelle, et elle raconte comment elle est au plus bas. Et là, son pimp la bat, la violente, et un jour, elle marche dans la rue, et là, elle écrit, je la cite, « Je vois l'entrée du poste de police de l'autre côté de la rue. Est-ce un signe? J'avance d'un pas hésitant et je reste planté là, devant la porte. L'accueil est fermé, mais il y a un récepteur d'urgence. J'entre dans le hall surchauffé, j'agrippe le téléphone. Allô, j'aimerais dénoncer mon pimp. » Un duo de patrouilleurs arrive quelques instants plus tard, un homme et une femme. Et à ma grande surprise, ils me demandent à qui je me sens le plus à l'aise de me confier. Je choisis la policière. Le policier prend soin de me trouver un endroit inclusif et sécuritaire où loger. Il monte avec moi afin de s'assurer que je m'y sens bien comme femme trans. Je me sens enfin un peu moins seule et incomprise. Ça se lit un peu, fin de la citation, ça se lit un peu comme des journaux intimes. Hein? Les témoignages sont écrits au jeu. Et puis je pense que c'est important pour vous de montrer que les postes de police ne sont plus nécessairement des endroits hostiles pour les personnes qui sont plongées dans l'exploitation sexuelle, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est de changer un petit peu les perspectives par rapport aux différents points d'accès, des points de service, que ce soit du communautaire, que ce soit de l'institutionnel. Ce qu'on voulait, c'était un peu briser ces barrières-là, changer un peu la vision que certaines personnes peuvent avoir de ces services-là. Faut pas oublier qu'il y a aussi plusieurs personnes qui proviennent de différentes cultures. Des fois, il y a des endroits où la police, bien évidemment, est vraiment associée à la corruption. Donc, ça peut être vraiment problématique pour une personne qui souffre d'une situation comme ça. Et on voulait vraiment amener vraiment la perspective personnalisée pour que les gens puissent tirer des liens communs avec ce qu'ils lisent. Donc, pour nous, c'est inspirant. Donc, on se dit, si ça fonctionne pour nous en tant que professionnels qui en connaissons quand même un petit peu sur le sujet, ben quelqu'un qui va lire, chaque chapitre est une histoire de vie, va lire un peu l'histoire à travers les yeux et la compréhension de ces personnes-là, va pouvoir se mettre dans ses souliers, puis peut-être analyser un petit peu les perspectives pendant, quand on se fait approcher, pendant. Qu'est-ce qui fait qu'on reste un peu captif de ces situations-là et qu'est-ce qui a aidé par la suite. Donc là, c'est à ce moment-là où ces perspectives-là, ces préjugés-là, par rapport à certains services, on se dit des fois, mais est-ce que je vais être bien reçue? Comme femme trans, par exemple, si on reprend l'histoire d'Annie, est-ce qu'on va me croire? Est-ce que je vais être victime de certains préjugés? Ça peut constituer des craintes très compréhensibles qui vont faire en sorte qu'une personne va rester isolée. Donc, pour nous, c'était très important. Puis, si c'est pas la police, ça peut être par les services de santé ou des services sociaux ou une ressource communautaire, ben peu importe, l'idée, c'est de briser ce silence-là. J'invite les gens à aller voir le documentaire La plaque tournante sur Tout TV. C'est vraiment intéressant. Vous dites là-dedans, on vous voit toutes les deux là, dans le documentaire, vous dites que l'image de la jeune victime cueillie à la sortie d'un centre jeunesse, c'est une idée qui est encore réelle, j'imagine, mais qui commence à être un peu passée date parce que il y a aussi des jeunes qui sont très bien intégrés dans le réseau scolaire. Même, vous dites des fois, des jeunes qui sont dans des programmes particuliers de sport-études, d'études internationales, qui sont aussi à risque. Le portrait de la victime type a changé beaucoup, non, ces dernières années? Oui, effectivement. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on s'entend la facette, l'accessibilité, en fait, de nos jeunes à ce contenu-là a beaucoup changé, justement, le profil des victimes qu'on voit parce que maintenant, c'est très glamorisé sur les réseaux sociaux. Donc, on va démontrer que l'aspect positif, on va attirer les gens avec le fait de, justement, de promettre un certain montant d'argent, de participer à quelque chose de reconnu, de se faire un nom presque dans ce milieu-là. Et donc, effectivement, on a accès maintenant à des jeunes qui proviennent de partout en région, de communautés éloignées aussi, qu'on voyait moins avant parce que l'accessibilité même physique était inexistante. Et donc, ça a beaucoup, changé la façon de recruter pour nos trafiquants, d'aller cibler ces gens-là. Donc, oui. Même la classe sociale est plus un indicateur. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent venir de classe sociale assez élevée qui sont aussi à risque. Là. Autrement dit, il n'y a plus aucun jeune n'est maintenant à l'abri, en fait. Non, ce phénomène-là peut frapper. Je veux dire, c'est un crime d'opportunité. Donc, ce crime-là fait fi du genre, va faire fi de la classe sociale, va faire fi. C'est vraiment une opportunité. Donc, peu importe qui on a devant nous, peu importe son âge, sa culture, l'idée, c'est d'offrir une alternative intéressante, vendre du rêve. C'est un peu l'idée du titre aussi, parce qu'on les considère vraiment comme des marchands de rêve. Donc, ce sont des gens qui vont bien cibler les carences, parce que tout être vivant, tout individu a sa part de déséquilibre à certains moments dans nos vies. Des fois, on est moins solide, on a peut-être certaines carences. Et ces gens-là vont cibler ces carences-là et proposer des alternatives qui viennent soulager un peu ces carences-là. Donc, c'est un peu ce qui rend ce crime-là si complexe à adresser, parce que c'est pas une histoire typique là, tout le temps. Il n'y a pas de profil type, donc on le comprend bien pour les victimes, mais qu'est-ce qu'on sait des exploiteurs aujourd'hui? Là non plus, il n'y a pas de profil type. C'est ce qu'on comprend quand on vous écoute dans le documentaire. Effectivement, c'est comme José, je reviens un peu avec le crime d'opportunité. Donc, ça peut être autant des gens qui font partie d'un groupe très, très organisé, comme ça peut être le jeune qui se laisse un peu influencer par
sa gang d'amis, puis voit qu'il peut avoir une opportunité d'être avec une fille qui peut lui rapporter un certain montant d'argent, qui peut lui amener une reconnaissance sociale au sein de son groupe. Donc, effectivement, on voit des profils très, très diversifiés dans ce domaine-là. Le Canada est une fédération avec des provinces qui ont des frontières, il y a des langues différentes. Vous expliquez dans le documentaire notamment que le fait de déplacer une victime d'une province à une autre, ça contribue à la vulnérabiliser, notamment par le problème de la langue, parce que beaucoup de ces jeunes personnes-là qui se retrouvent dans une autre province, qui ont été déplacées du Québec vers, mettons, l'Alberta, parlent pas anglais, puis se retrouvent complètement à la merci de leur pimp, au fond. Exactement. Donc, les déplacements vers les autres provinces vers l'ouest ou encore du côté de Toronto, ce sont des destinations, en fait, qui sont choisies parce qu'il y a une raison, une valeur marchande. Donc, quand on s'en va vers l'Ouest canadien, on est près des chantiers de construction. On peut se trouver aussi près de l'industrie pétrolière. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une raison derrière ça. Nos trafiquants sont assez inventifs par rapport au choix des destinations. Et on va faire en sorte que la personne soit de plus en plus isolée. Donc, on l'a dit tantôt, comme vous mentionniez, la barrière de la langue, le fait qu'on ne connaît pas les ressources, qu'on n'a pas son réseau autour de soi. Oui, vous dites dans le documentaire, vous dites qu'il y a des victimes qui sont déplacées dans une province. Elles ne savent même pas que le 911 existe aussi dans ces provinces-là. Oui, c'est ça. Donc, des faits qui, pour certaines personnes, semblent évidents. Ouais. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Ouais. Donc, ils connaissent pas les ressources, la structure. Est-ce que je peux me tourner vers un service de police pour une situation qui est d'ordre social? Est-ce que il y a tellement de différences des fois, mais en même temps, quand on est dans une situation de crise, ça peut avoir l'air très complexe. Ouais. Donc, nous, l'idée, c'était d'amener, lever un peu ce voile-là, puis se dire, ça se limite pas à un endroit géographique. Peu importe où tu te trouves, on peut assister une personne à se sécuriser. Puis, des fois aussi, ils comprennent pas le contexte. Ces gens-là sont quand même assez charismatiques et ils vont user de la manipulation pour leur faire croire toutes sortes de trucs qui sont pas nécessairement réels. Donc, quand on propose d'aller vers l'Ouest canadien, on va pas nécessairement spécifier ce qu'on s'en va y faire. On va proposer un voyage. On va proposer les attraits touristiques. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans les projets qui sont proposés. C'est qu'une fois rendu là-bas, surtout quand on est jeune, on ne fait pas nécessairement de plan B, plan C pour si jamais la situation ne tourne pas telle que c'était prévu. Ouais. Donc, une fois qu'on arrive là-bas, c'est pas ce qu'on s'attendait. Ben, des fois, quand on est pris au dépourvu, ça peut être encore plus paniquant et ça fait en sorte qu'ils sont d'autant plus isolés. Une fois là-bas, ben, c'est de savoir qui j'appelle. Puis il y a tout le facteur de la honte aussi qui joue évidemment, bien sûr, beaucoup, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait des choix, donc d'avoir décidé en quelque sorte. Fait que cette fausse impression-là d'être en contrôle momentanément va aussi nuire au fait de décider si on signale ou non. Josée Mensales, Romy Verge-Boudreau, vous êtes deux policières qui travaillez donc pour l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme. Et je rappelle ce livre qui est publié aux éditions Anne-Norac ici à Wendake. Le livre s'intitule « Monnayé par mon marchand de rêve ». Il y a des témoignages comme ça de personnes de tous horizons, de tout type, de tout genre aussi qui ont été victimes d'exploitation sexuelle puis qui racontent avec beaucoup de transparence puis beaucoup d'ouverture leur expérience puis leur ressenti face à ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est très gentil. Merci. Bonne journée. Merci de votre temps. Au revoir. Bonne journée.